Bon, le titre de cette vidéo est un peu provocateur, mais vous allez voir, il y a du vrai. Ça fait plusieurs années qu'on est assez fan des Google Pixel sur Numérama parce qu'ils ont plein de petites fonctions logicielles introuvables sur les iPhones ou sur les Samsung Galaxy qui les rendent toujours un petit peu différents. Google a toujours été pionnier, un petit peu différent, ils aiment bien assumer des fonctions magiques, parfois qui modifient la réalité et donc que les autres n'oseraient pas copier, mais qui font des pixels les smartphones ultimes pour les geeks, enfin presque. Enfin presque, parce que les Google Pixel, ça a toujours été des téléphones avec des concessions. Pendant longtemps, Google misait sur la catégorie des flagship killers, c'est-à-dire des appareils beaucoup moins chers que les iPhones ou les Galaxy S, mais avec des fonctions similaires, toujours avec quelques compromis sur le choix des matériaux, sur les fonctionnalités, qui faisaient que les personnes qui connaissaient les pixels allaient se tourner vers eux, mais les autres dans les magasins allaient plutôt choisir Samsung ou Apple parce que les vendeurs allaient dire que c'était mieux. Cette année, avec les Pixel 9, on a enfin atteint la perfection. Alors perfection est un grand mot, parfait n'existe pas, mais pour la première fois, il est difficile de vous dire qu'il manque quelque chose au Pixel 9 et j'ai envie de dire qu'on a enfin des smartphones Android susceptibles de rivaliser avec les Samsung et ça fait plaisir. Donc voilà, dans cette vidéo, on va d'abord aborder la maturité matérielle des Pixel 9, on parlera ensuite de l'intelligence artificielle et d'ailleurs, petit conseil qu'on abordera en fin de vidéo, il vaut mieux l'utiliser en anglais ce téléphone. Du coup, la grande nouveauté cette année, c'est le design. On va aborder de suite le point le plus répété dans les tests, dans les vidéos que vous avez pu voir sur les Pixel 9. Oui, ils ressemblent beaucoup à des iPhones. À vrai dire, je pense même que c'est le but. Google, depuis plusieurs années, ne se positionne pas en tant que concurrent de l'écosystème Android, pour une raison simple, l'écosystème Android, c'est Google, mais en tant que concurrent de l'iPhone, eux, ce qu'ils veulent, c'est attirer les gens qui sont accros à l'univers Apple vers Android grâce à des téléphones qui sont les iPhones d'Android. Cette année, il n'y a plus vraiment de tabou. Ça se voit au niveau de la forme du téléphone. Déjà, il va récupérer les bords plats. Là-dessus, vous allez me dire, c'est assez banal. On a vu Samsung, Xiaomi faire la même chose. Donc, Google n'invente rien. Mais rien que sur les bords plats, on reconnaît vraiment l'ADN des iPhones avec les modèles Pro qui ont des bords en acier miroir et les modèles normaux qui ont des bords en aluminium. Moi, c'est un choix d'ailleurs que je conteste un peu parce que je trouve que le brillant c'est ultra salissant et j'aurais largement préféré que ce soit mat partout, mais bon, passons. Ensuite, au niveau de la forme de l'écran, là, on n'a jamais eu un constructeur qui a autant imité Apple. Les bords sont parfaitement arrondis avec un angle d'incurvation qui est extrêmement similaire à celui des derniers iPhones. C'est complètement assumé. En main, on a l'impression d'avoir un iPhone et Google réussit sur cet aspect à imiter le design Apple en faisant même un tout petit peu mieux, je trouve, parce qu'au niveau de la prise en main, c'est un petit peu plus arrondi sur les bordures, donc ça tient super bien. L'autre inspiration d'Apple, elle est sur les modèles Pro. Pour la première fois, on a deux tailles, c'est-à-dire que si vous voulez un téléphone surperformant qui fait plein de choses, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle XL. Il y a un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL avec 6,3 et 6,8 pouces. Mais bon, les Pixel 9, ce ne sont pas que des copies des iPhones et c'est là où c'est intéressant. Si le design est contestable à certains niveaux, je pense notamment au logo poubelle qui est extrêmement visible sur la bordure, Apple l'avait rendu beaucoup plus discret sur ses derniers iPhones, je dois reconnaître que je n'ai jamais vu un aussi beau smartphone, peut-être toute catégorie confondue. Ce que Google fait est assez miraculeux quand on se rappelle des premiers Pixels avec des designs toujours assez controversés. Là, on a un vrai chef-d'œuvre de design. Le mélange avec les bords arrondis à l'avant, avec un écran parfaitement symétrique, avec ce dos mat, avec un appareil photo comme ça qui dépasse un petit peu, franchement, je trouve ça magnifique. Mais c'est pas tout. Pendant longtemps, on avait un Google Pixel qui avait un écran qui était toujours en dessous de la concurrence. Là, on a l'écran qui, en termes de luminosité, est le meilleur du marché devant Apple et Samsung. Je peux même parier que l'iPhone 16 aura le même écran. Le seul truc dommage, c'est qu'ils n'ont pas piqué à Samsung leur technologie anti-reflet, mais à part ça, l'écran du Pixel 9 Pro, c'est une vraie tuerie et le Pixel 9 n'a pas grand chose à lui envier. Pendant longtemps, Google avait aussi des problèmes au niveau des gestions de performance, d'autonomie, le téléphone pouvait chauffer beaucoup. Là maintenant, on a un téléphone qui a un vrai circuit de refroidissement. Et ça se sent en main, à part quand on joue un petit peu trop aux jeux vidéo, j'avoue que j'ai un petit peu forcé sur Fall Guide avec cet appareil, et bah il chauffe pas beaucoup. Et du coup, la conséquence, c'est qu'au bord de la piscine cet été avec deux téléphones, mon iPhone il terminait à 10% à 16h, le Pixel 9 Pro il était à 60%. Pendant longtemps aussi, Google était connu pour ses petits défauts de fabrication. J'ai pas mal de mes collègues qui ont des Pixels, qui ont eu des boutons volume qui se sont décrochés au bout de quelques années. Là, quand on appuie sur les boutons, on sent que c'est solide, on sent que c'est vraiment
conçu pour durer et que Google a compris qu'il fallait mieux miser sur le haut de gamme. Donc bien sûr, on peut toujours contester certains choix. Par exemple, il y a toujours un thermomètre à l'arrière du Pixel 9 Pro. Je comprends pas pourquoi il ne servait à rien sur le Pixel 8 Pro et il est toujours là. Malgré tout, on sent que Google a compris que pour être un constructeur haut de gamme, il fallait faire du haut de gamme. Il y a pas mal de choix qui prouvent que la marque va dans ce sens. Mention spéciale pour le capteur d'empreinte ultrasonique, c'est la première fois qu'on le voit en Europe, à part chez Samsung. C'est hyper rapide, ça fait pas de lumière qui éblouit dans le noir, ça peut fonctionner avec les doigts mouillés et ça donne au Google Pixel un petit truc en plus qui en fait un vrai smartphone haut de gamme. Et comme il n'y a pas que le design, on peut aussi saluer le fait que Google utilise plusieurs composants réputés pour leur qualité dans ses téléphones. Au niveau des batteries, on a 4700 mAh sur le petit modèle et 5060 mAh sur le grand modèle. C'est beaucoup et ça joue forcément dans l'augmentation conséquente de l'autonomie cette année. Google pour la première fois embrasse la recharge rapide. Alors là-dessus, il n'y a pas vraiment de quoi s'enthousiasmer. Google parle de 70% en une demi-heure. La réalité, c'est qu'il faut toujours un peu plus d'une heure pour recharger les Pixel 9 intégralement. On est loin de ce que font les marques chinoises et en plus le chargeur n'est pas dans la boîte. Maintenant sur le reste, on a beaucoup lu une campagne anti-Google Pixel qui dit que la puce Tensor G4 n'est pas puissante, qu'elle est équivalente à ce qu'Apple faisait avec l'iPhone 12, que c'est assez honteux. Et je pense que c'est une erreur de le voir sous cette forme pour une raison assez simple. Le marché du smartphone a évolué. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à tester des téléphones, un produit à 200 €, vous auriez un jeu vidéo et il était mort. Aujourd'hui, un produit à 200 €, il fait tout tourner parfaitement, il va juste y avoir quelques ralentissements au niveau des animations, etc. Là, avec la puce Tensor G4, certes, les benchmarks ne sont pas hyper gentils avec cette puce, mais tout est super fluide, c'est aidé par un écran avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, avec de super animations système, les jeux vidéo on peut jouer avec de super graphismes sans problème. Franchement, c'est difficile de dire que cette puce n'est pas bonne dans le sens où elle est optimisée pour des tâches adapté au Google Pixel, notamment l'IA, on va en reparler dans un instant. Le fait de passer à 12 Go de RAM et 16 Go de RAM sur un téléphone, c'est aussi une très bonne chose parce que au-delà de la question de l'intelligence artificielle, il y a aussi la question de la fluidité, du multitâche, de la possibilité de faire plein de choses, de pouvoir jouer, et avec autant de mémoire vive, on règle pas mal de problèmes qu'on pouvait avoir sur des puces milieu de gamme habituellement. Donc ma conclusion sur cette partie 1 du test, c'est que pour la première fois, on a des Pixel 9 matures. Moi, si j'étais un vendeur de smartphone, que ce soit à la Fnac ou chez un opérateur, je n'aurais plus honte à conseiller un Pixel, j'aurais pas l'impression qu'il va me ramener des problèmes avec des clients pas contents. On a une qualité de finition qui est digne des iPhones et des Galaxy S, et ça pourrait faire mal à Apple ou Samsung, parce que là, les Google Pixel, ils frappent très fort. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de ce test, à savoir l'intelligence artificielle et les petits trucs en plus des Google Pixel. Parce que c'est bien d'avoir une qualité de matériel équivalente ou Apple ou Samsung, mais il faut être capable de faire mieux pour pouvoir réussir à convaincre les potentiels consommateurs de choisir un Pixel 9. Le point fort des Pixels, historiquement, c'est la photo. On a deux capteurs avec 50 et 48 mégapixels pour grand angle et ultra grand angle sur le Pixel 9, et trois capteurs avec 50, 48 et 48 mégapixels avec grand angle, ultra grand angle et zoom x5 sur le Pixel 9 Pro. À titre de comparaison, dites-vous que le Pixel 9, il a ce que les rumeurs annoncent pour l'iPhone 16 et que le Pixel 9 Pro, il a ce que les rumeurs annoncent pour l'iPhone 17 Pro. Sur la partie photo, Google fait du Google, à savoir un mélange de matériel et d'algorithmes logiciels. Les Pixel 9, c'est des tricheurs. C'est des tricheurs parce que si vous faites une photo dans le noir total la nuit, vous allez avoir l'impression qu'il y avait de la lumière parce qu'ils vont modifier artificiellement la photo pour la rendre plus belle. Si vous faites une photo des étoiles, vous allez avoir un temps d'exposition de 4 minutes qui va faire que vous allez voir la Voie lactée alors que vous, avec vos yeux, vous voyez rien. Google va toujours améliorer la réalité. Il y a plein de modes qui vont deviner ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez photographier et qui vont vous donner ce que vous avez envie de voir plutôt que ce que la réalité montrait. C'est toujours contestable avec Google, mais bon, vous allez voir, il y a pire. Les grosses nouveautés cette année, elles concernent l'intelligence artificielle et pour le coup, ces fonctions sont disponibles en France, contrairement à d'autres, on va en parler dans un instant. Ma nouveauté préférée, elle s'appelle M'ajouter ou Add Me en anglais, ça a beaucoup plus de gueule en anglais. Problématique connue, vous voulez prendre une photo de votre famille, eh bien il y a quelqu'un qui ne va pas être sur la première photo et vous en faites une deuxième ensuite avec quelqu'un en moins pour pouvoir intégrer l'autre. C'est toujours un petit peu triste parce que à moins de tomber sur un inconnu ou de poser le téléphone contre un mur avec un retardateur, eh ben on ne peut pas faire de photos efficaces avec tout le monde. Et ben là Google vient de trouver un super exemple de pourquoi l'IA générative peut améliorer nos vies. L'idée c'est que quelqu'un se sacrifie et prend une première photo, il tend le téléphone à quelqu'un d'autre et on fait une seconde photo, et grâce à la réalité augmentée qui va mettre un filtre fantôme pour montrer la première image pour se positionner au bon endroit et à l'IA générative, Google va ajouter la personne de la seconde photo sur la première photo de manière hyper intelligente en mettant les mains, les jambes au bon endroit pour bien gérer la profondeur. Si on est parfaitement honnête,
c'est pas toujours bon, notamment au niveau de la perspective, au niveau des ombres, au niveau du fait que certains éléments vont être déformés et que c'est pas forcément les meilleurs choix qui sont faits, mais ça marche. Et dans les 99% des cas, la photo de groupe, elle est là et on a le souvenir qui est créé. C'est un truc que j'ai hâte de voir Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo et tous les autres copier. D'ailleurs, petit bonus si vous vous posez la question, oui, on peut se prendre en photo 2 fois soi-même, il faut juste avoir un complice. Et quand je vous disais que Google fait du fake, c'est encore plus vrai avec une fonction qui s'appelle réinventer, qui permet de modifier ce qu'on veut sur une photo. Jusqu'à maintenant, on pouvait déjà changer le ciel, il fait pas beau, et bah vous mettez du soleil. Maintenant, ça va encore plus loin, vous entourez un bout de l'image, vous mettez un dinosaure et le dinosaure apparaît derrière. Là-dessus, c'est à la fois très drôle et très cool, et en même temps ça pose plein de questions éthiques. On va pas y répondre dans cette vidéo, à vous de vous faire votre propre avis là-dessus, mais il est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde à l'heure des fake news de laisser n'importe qui fabriquer des images juste avec une petite commande textuelle. Je pense pour le coup qu'on est exactement sur ce qui illustre la différence entre Google et les autres. Les pixels auront ce genre de fonction, mais je doute fortement de voir Apple imiter ça dans un avenir proche ou même sur le long terme. Et enfin, la dernière fonction photo qui est assez cool, elle s'appelle cadrage auto. Elle va, grâce à l'IA générative, rajouter des pixels et deviner ce qu'il y avait autour d'une photo et vous faire différentes propositions. Pour moi, le principal usage, c'est de passer d'une image verticale à une image horizontale. On a tous déjà eu cet exemple où on a pris une photo verticale et on se rend compte que c'est un peu dommage, ça aurait été cool de la voir en horizontale, ou l'inverse pour publier en story. Ben là, Google va fabriquer le reste des pixels en haut ou à droite et à gauche pour que vous puissiez publier l'image. Et ça, plutôt intelligent aussi d'utiliser l'IA générative comme ça. A noter que Google offre avec ses Pixel 9 un an d'abonnement Google One AI Premium. Ça vous donne accès à 2 choses, Gemini Advance, donc l'équivalent de ChatGPT Plus chez Google, donc ça c'est cool, et 2 Tera de stockage. Alors ça c'est très bien si vous voulez stocker plein de photos, plein de vidéos en 8K, etc. Mais attention au piège, parce qu'au bout d'un an faut payer, ça coûte 22 € par mois, donc ne profitez pas trop de votre trop gros stockage au risque de vous faire avoir. Et puis enfin, mon conseil avec le Pixel 9, c'est qu'il vaut mieux l'utiliser en anglais pour une raison assez simple. Je ne comprends pas pourquoi Google a bridé plein de fonctions en France. En fait, il y a plein de nouveautés de Pixel 9 qui sont même mises en avant sur le site de Google, qui ne fonctionnent pas en français. Par exemple, il y a une super application Pixel Météo qui est super jolie, qui a des résumés de la météo par IA, comme si vous aviez votre propre Evelyne Delia qui vous faisait un bulletin météo dès que vous ouvrez l'application. Et bah ça va fonctionner si le téléphone est en anglais. Si le téléphone est en français, la fonction est désactivée. On a aussi une super application qui s'appelle Pixel Screenshot, qui a un parti pris intéressant de dire que les captures d'écran ne devraient pas être dans l'application photo, mais dans une application à part capable de les comprendre. Donc vous prenez en capture d'écran quelque chose, et ben Google va automatiquement dire il semblerait que cette capture d'écran montre un t-shirt repéré sur Amazon qui plairait, il est en telle taille, etc. Donc le jour où vous voulez retrouver ce t-shirt, c'est beaucoup plus simple de faire une recherche et de tomber dessus parce qu'il est lu par l'IA. Et là aussi c'est un peu dommage parce que Google a de la reconnaissance d'image qui fonctionne dans toutes les langues, mais ça va fonctionner que si le téléphone est en anglais. On a aussi une application qui s'appelle Pixel Studio, qui est une sorte de concurrent de DALL-E et de Midjourney qui permet de générer des images sur mesure. Deux limites, il faut avoir un téléphone en anglais, et même c'est un peu galère, il faut récupérer l'APK soi-même, l'installer, mais bon, ça c'est autre chose. Et surtout, on peut pas générer d'humains parce que Google a un petit peu peur qu'on fabrique de la désinformation avec. Donc là-dessus, on a encore un beau bridage. Et enfin, c'est la limitation la plus étonnante. On a Gemini Live, qui est un assistant vocal qui est capable de discuter avec vous en temps réel, avec plusieurs voix. C'est hyper fluide, hyper bluffant. Cet assistant vocal, il parle français couramment, mais Google le limite à l'anglais. C'est-à-dire que si vous passez votre téléphone en anglais, l'option va apparaître et vous allez pouvoir lui parler en français. Et si votre téléphone est en français, l'option n'existe pas. Comment ça se fait que Google ne t'ait pas encore lancé en France? C'est une excellente question. Même si je suis capable de parler français de manière fluide, il y a sûrement des étapes techniques et légales à respecter avant un lancement officiel en France. Donc, heureusement, on a quelques fonctions disponibles en français, notamment Entouré pour rechercher, qui est génial, mais la plupart des fonctions cool qui utilisent AI Core, le composant logiciel d'Android qui sollicite le modèle Gemini Nano, ne fonctionnent que si le téléphone est en anglais. Je suis convaincu, connaissant Google, que d'ici la fin de l'année, ça aura été traduit et ça sera dispo en français, mais c'est un peu frustrant parce que ça, Google a un peu oublié de le préciser. Du coup, conclusion de ces tests. On a des produits qui coûtent 899 €, 1099 € et 1199 €. Vous allez dire c'est cher, mais c'est à peu près les mêmes prix que l'année dernière, et l'année dernière c'était vraiment trop cher. Cette année, c'est le juste prix. Je dis pas que 1200 € pour un téléphone c'est raisonnable, j'ai juste que 1200 € c'est ce que coûtent les meilleurs Samsung et les meilleurs iPhone, et qu'aujourd'hui, Google est à leur niveau, et c'est bien la première fois qu'on peut le dire. Jusqu'à maintenant, les Pixel 8, les Pixel 7, c'était des téléphones qui se réservaient aux fans de Google, aux fans d'Android, aux gens qui avaient envie d'avoir des petites fonctions en plus. Aujourd'hui, c'est peut-être les meilleurs téléphones du marché. La barre est super haute pour les iPhone 16 qui vont arriver dans
dans les 2 prochaines semaines. On a hâte de les tester sur Numérama, on vous proposera évidemment ça dès qu'on les reçoit. La barre est haute aussi pour les prochains Galaxy S25 qui devront être un petit peu plus que des smartphones Android haut de gamme, parce qu'on voit que Google est aussi capable de faire la même chose. Il y a aussi le Pixel 9 Pro Fold dont on n'a pas parlé, qui est la version pliante du Pixel 9 Pro. D'ailleurs, dites-nous si ça vous intéresserait d'avoir un test dans les prochains jours. Tout ça pour dire que Google a réussi là où il n'avait jamais réussi auparavant. Google est enfin un constructeur de smartphones haut de gamme qui s'assume sous cette forme. Les Pixels ne sont plus des produits qui ont pour but de nous montrer des fonctions d'Android en avance, ce sont des vrais téléphones qu'on peut recommander à tous. Ça fait super plaisir. Moi je pense que le Pixel 9 Pro c'est mon nouveau téléphone principal, en espérant que l'iPhone 16 s'améliore sur des points critiques, mais ça on vous donne rendez-vous bientôt.